Je suis un peu comme Biden, je fais quelquefois des lapsus, vous allez voir. Et comme lui, je ne suis pas président à la présidence de la République. Alors on va y aller. Donc vous avez ici un paysage qui n'est pas un paysage qui a été fait par un journaliste ou un peintre actuel. C'est une reconstitution d'artiste d'une scène qui s'est passée il y a peut-être 100 millions d'années dans le Haut Atlas du Marocain. On y voit la silhouette d'un certain nombre de dinosaures qui sont très populaires parce qu'ils ont eu un grand succès médiatique par la suite de leurs caractéristiques de taille, de mode de vie, de durée de vie. Ça a été plus de 100 millions d'années et c'est très à la mode. Et puis brusquement, il y a 65 millions d'années, ils ont disparu tous. Et il y a eu de nombreuses hypothèses qui sont très variables. Je ne vais pas toutes les dire, mais je vais en dire un certain nombre. Par exemple, un pétologue de Dijon a dit que les dinosaures sont morts parce qu'ils ont eu la diarrhée. Quand j'ai vu le titre, ça m'a surpris. Et puis quand j'ai lu le texte, j'ai dit, c'est pas si idiot que ça. Parce que dans le début de la période d'activité et de vie du groupe des dinosaures, la végétation était dominée par des gymnospermes, des pins, enfin tous les végétaux de ce groupe. Et ensuite, vers la fin, sont arrivés des angiospermes et il a dit ces végétaux ont une composition chimique différente et l'intestin des dinosaures n'était pas adapté, donc ils sont morts. C'était pas idiot. Mais il faut que l'hypothèse s'adapte et explique toutes les situations. On peut l'accepter s'il le faut pour les territoires émergés, mais dans les océans et dans les mers, eh bien, la plupart des animaux qui se sont développés n'ont pas été tributaires d'abord des gymnospermes, plus ou moins directement. En tout cas, leur alimentation était une alimentation qui partait à partir d'algues, de végétaux chlorophylliens, qui ensuite étaient consommés par des animaux dans des chaînes alimentaires qui étaient tout à fait différentes des chaînes terrestres. Un autre a dit, ils sont morts parce qu'ils ont trébuché. Ils n'étaient pas adaptés parce que la théorie qui était en vigueur, est encore en vigueur, imaginait la collision du globe terrestre avec un astéroïde qui avait creusé un grand cratère au sud du Mexique. Ce cratère avait fait un nuage de poussière et de fumée qui avait obscurci la totalité du ciel. Et l'auteur de cette hypothèse disait les vertébrés qui étaient encore sont arrivés beaucoup plus tard à la surface du globe terrestre étaient des organismes fouisseurs. Donc ils étaient déjà adaptés à l'obscurité et d'avoir un nuage obscurcissant, ça n'a pas été grave pour eux, tandis que les dinosaures ont trébuché. Bon, c'est une hypothèse. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire la revue de tout ceci, mais il y a deux hypothèses dominantes dans l'explication de cette disparition brutale il y a 65 millions d'années. Une qui correspond effectivement à la collision avec une météorite, avec ce fameux nuage qui a obscurci et qui a contribué à la disparition totale de tous les gyrodins. Il y en a une autre qui est à peu près identique quant au facteur actif de destruction des dinosaures, c'est des éruptions volcaniques comme avec du basalte, comme celles qui se sont développées dans le territoire du sud de l'Inde ou dans d'autres régions du globe terrestre, qui ont eu le même résultat. Alors, je vous signale, je ne suis pas spécialiste des dinosaures. Je ne suis pas spécialiste des animaux. Et j'ai passé un concours polyvalent qui s'appelle l'agrégation, dans lequel il y a d'autres disciplines, et j'ai été recruté comme botaniste. Les botanistes sont ceux qui s'occupent des végétaux, de leur détermination, enfin des relations entre eux, etc. Et je ne suis pas resté longtemps botaniste, parce que quand j'ai été recruté, s'est développé une discipline que maintenant tout le monde connaît, qui était assez confidentielle quand j'ai été recruté dans les années 60, avant 1962.
Et en 1964, j'ai été amené au laboratoire de botanique à participer à l'organisation d'une discipline qui s'appelle l'écologie. L'écologie, c'est l'étude des rapports entre les êtres vivants, animaux, végétaux, bactéries, enfin, etc., avec les milieux pour les constater, les décrire et les expliquer. Et j'ai eu une démarche donc d'écologiste assez générale par rapport à cette discipline. Et ma première thèse de 3e cycle a porté sur l'étude de la végétation d'un massif qui est à côté de Narbonne, qui est le massif de Fontfroide. On m'a demandé d'expliquer la diversité morphologique de ces pins, etc. En faisant cette démarche, c'était un peuplement de pins, et dans un ravin, j'ai vu un petit peuplement de chênes pubescents qui est assez rare près de Narbonne parce qu'on est loin de son aire de distribution. Et en l'espace de quelques mètres, j'ai vu des feuilles qui étaient extrêmement différentes les unes des autres sans que je puisse les expliquer par une différence d'humidité, d'exposition, etc. Pendant les vacances qui ont suivi, j'ai arborisé en Espagne, dans le Cap Sir, et dans un fossé, j'ai vu 3 espèces d'une plante qu'on appelle l'épilobe, et ils avaient des différences tout à fait différentes, des caractères tout à fait différents dans un même milieu homogène. Je n'ai pas trouvé l'explication. Et comme on était à haute altitude, j'ai dit, est-ce que le rayonnement cosmique, qui est plus important en montagne qu'en plaine, n'aurait pas provoqué des mutations qui auraient expliqué cette diversification dans un milieu homogène? J'ai pris le problème alors à l'envers. Je suis revenu dans le massif de Fontfroide, et j'ai dit, là, c'est peut-être une différence de radioactivité par la présence d'uranium, par exemple, parce qu'on a quelques affleurements d'uranium dans notre pays, et il n'y avait pas de différence il n'y avait pas de présence d'uranium. Mais l'idée m'est restée, et j'ai pris contact avec le commissariat à l'énergie atomique en disant, finalement, l'idée est peut-être tout à fait saugrenue, mais si on allait directement sur des terrains radioactifs qui sont dans différentes régions de France, comme dans le monde d'Ambassac, au nord de Limoges, d'autres qui ont été découverts plus récemment dans la région de l'Auvergne, et encore plus tard dans le Lauragais, entre Castelnaudary et Revers. Alors, le commissariat à l'énergie atomique m'a beaucoup aidé en me donnant des cartes des affleurements uranifères, notamment au nord de Limoges, et là, j'ai étudié la végétation en détail pour voir si on pouvait voir une différence. J'ai constaté que les augmentations de radioactivité n'avaient aucune influence sur la structure des végétaux. Et ces végétaux étaient, puisque j'étais dans un labo de botanique, étaient adaptés au climat atlantique et au climat montagnard, puisqu'on est dans une région de transition entre les basses plaines de l'ouest, qui sont à l'ouest du massif central, et les régions plus montagneuses. Alors j'ai étudié les teneurs en uranium, en radium, puisqu'il y a des familles de substances radioactives, et j'ai vu que ces végétaux absorbaient de l'uranium, du radium, et que là on sait que le radium en particulier, depuis qu'il a été découvert par Pierre et Marie Curie, peut avoir des effets biologiques. Je suis arrivé à Limoges après la bataille de l'exploitation de l'uranium. La plupart des gisements de surface avaient été détruits, et c'est là ils m'ont envoyé à l'Auvergne en disant, là vous allez arriver avant l'exploitation, donc vous aurez les terrains qui seront naturels sans aucune modification. Et alors là j'ai vu, l'Auvergne c'est beaucoup près de la Méditerranée, et j'ai vu qu'on avait sur ces terrains très radioactifs des mélanges de végétaux méditerranéens, et on dit subméditerranéens quand c'est un peu moins méditerranéen, vers le Larzac, et que là aussi il n'y avait aucun effet de la radioactivité sur la distribution classique des formations végétales. Je suis allé un peu plus loin. Alors, pour fixer les idées par rapport à ce qu'on va dire plus tard, d'abord on va revenir à l'approche des 65 millions d'années, dans ce que les géologues appellent le Crétacé. Il y a eu un pullulement
des dinosaures une grande diversité. Et cette grande diversité a conduit le groupe, et vous verrez que ceci est intéressant, avait conduit déjà avant l'approche de la distribution à coloniser pratiquement toutes les terres émergées et même un certain nombre de formations maritimes et d'autres qui volaient comme des oiseaux, etc. C'est assez important à dire parce que ça veut dire que si tout a disparu, il faut que ce soit un facteur qui soit universel, qui frappe toute la planète, puisqu'ils ont tous disparu en même temps, les derniers. Il y en a qui ont disparu un peu avant, on va le voir sur la généalogie. Donc il faut qu'il y ait un facteur universel qui soit impliqué. Alors ici, je vais repartir dans le contexte qui correspond à l'évolution du globe terrestre. Ici, on est à... Attendez, là je ne suis pas habitué à ce compteur. Ici, c'est le moment où la Terre dans le système solaire s'est isolée. Ça a été au début une masse comment dire, très chaude, enfin, qui n'était pas solide, avait des grandes températures, il n'y avait bien sûr pas de vie. Ensuite, petit à petit, ça s'est refroidi et sont arrivées les trois principales couches qui constituent la couche externe du globe terrestre, ce qu'on appelle la lithosphère, des roches dures qui ont constitué la base des continents. L'hydrosphère, je passe sur les détails parce qu'on peut discuter longtemps sur l'origine de l'eau, et l'atmosphère. On a eu donc trois constituants qui apparemment n'avaient pas de conditions compatibles avec le développement de la vie. À ce moment-là, on est ici. Vous voyez, là, c'est 4 milliards 500 millions d'années. Ici, on arrive, on va arriver à 4 millions. Et à ce moment-là, on a une idée sur la teneur des différents constituants. Et en particulier, l'atmosphère n'était pas du tout identique à celle que nous connaissons. Il n'y avait pas d'oxygène, il y avait du méthane, il y avait de l'hydrogène sulfuré qui actuellement ferait disparaître tous les êtres vivants que nous connaissons et nous-mêmes. Et malgré ça, il y a eu des phénomènes avec des processus qui ont conduit, ce que j'ai exposé correspondait à des substances minérales, et à un moment donné, on est arrivé à ce qu'on appelle des substances organiques à base de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, qui ont été des molécules prébiotiques qui n'étaient pas encore constituées en être vivant. Il a fallu attendre un peu plus longtemps. Et là, c'est ici qu'on a ce qu'on appelle les progénotes qui ont débouché sur l'arrivée d'un lucas, le premier animal qui s'est développé par rapport aux êtres vivants. Alors, ce qu'on constate, c'est que dans ce milieu, ça s'est passé probablement et même sûrement en milieu aquatique, et c'est le début du développement de ce qu'on va appeler la biosphère, qui va évoluer par rapport à certains phénomènes que je vais vous demander de bien retenir, parce qu'ils vont jouer un rôle important dans les hypothèses que je vais développer. Donc on a ainsi un début, on a eu des premiers éléments, des bactéries et d'autres organismes qui étaient tous anaérobies. Anaérobie, ça veut dire qu'ils vivent dans des milieux qui ne sont pas oxygénés. Et c'était la composante dominante des êtres vivants. À ce moment-là, le système a continué de se refroidir et on a vu apparaître, enfin, les géologues, grâce à des traces dans les roches anciennes, par orientation, par aimantation des éléments dans les roches, on a vu apparaître ce qu'on appelle le bouclier magnétique terrestre, c'est-à-dire qui correspond à un champ magnétique qui a été créé par la structure interne du globe terrestre. Alors voici les dinosaures dans la totalité de leur développement. Ils ont fait leur apparition
à ce que les géologues appellent le trias, mais c'était, disons, un peu plus d'une centaine de millions d'années. Il y a eu des groupes successifs, des espèces successives, et il y a eu deux grands phylums, on appelle, qui ont des structures squelettiques tout à fait différentes, qui ont disparu petit à petit pour ceux qui sont à gauche, plus brutalement et plus tardivement. Vous voyez, ah oui, attendez, il faut que je vois. Donc ici, il y a eu une disparition progressive. Ici, ça a été plus brutal. Ils se sont très développés et puis ils ont tous disparu il y a 65 millions d'années. Il n'a survécu qu'un rameau ancien qui a une même origine que les dinosaures, qui correspond aux oiseaux. Vous avez ici, vous voyez la flèche rouge, c'est marqué c'est le phylum qui a débouché sur les oiseaux que nous connaissons actuellement. Et ils se sont même développés, on le verra, d'ailleurs on va le voir tout de suite. Je n'ai pas encore la maîtrise de cette machine. Ah oui. Voilà les oiseaux. Ils sont séparés des dinosaures, ils ont un peu évolué avant les 65 millions d'années qui correspondent à la disparition des dinosaures, et ils se sont très diversifiés beaucoup plus tard. On va revenir à notre système. Voilà. Donc, ici, on arrive à un système nouveau, parce que ce champ magnétique, que je vais vous décrire dans un instant, va jouer un rôle important, parce qu'au début, où il n'y avait pas de champ magnétique, ça a été une véritable rôtissoire. Les milieux étaient soumis à l'action des rayonnements cosmiques qui matraquaient un peu tous les constituants du globe terrestre superficiel. Donc le champ magnétique s'est développé, il a continué jusqu'à nos jours, et ici, pour ne pas compliquer le graphique, à certains moments il s'est modifié, il s'est réduit, et il y a eu ce qu'on appelle des inversions du champ magnétique. Il a diminué, quelquefois presque disparu, et à ce moment-là, épisodiquement, eh bien, tout le globe terrestre a été soumis à des irradiations importantes dont on va pouvoir peut-être prendre en compte les effets sur les êtres vivants. Alors, elles ne sont pas marquées parce qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu plusieurs centaines depuis le moment où le champ magnétique terrestre s'est développé, et on va voir ensuite dans un schéma de détail comment on peut les mettre en évidence et les situer par rapport à ce qu'on appelle la biosphère correspondant à l'ensemble des êtres vivants, végétaux, animaux, dans les poissons, dans les milieux aquatiques, tortues marines, enfin tous ceux que nous connaissons actuellement, qui n'étaient pas encore tout à fait comme actuellement, et ça a constitué ceci. Et c'était jusque ici à... Attends, voilà. Moi j'avais un pointeur plus... Jusqu'à moins de 2,7 milliards d'années, est arrivé un groupe d'êtres vivants qu'on appelle des cyanobactéries, qui ont comme caractéristique d'avoir acquis une nouvelle molécule qu'on appelle la chlorophylle, qui est présente dans tous les végétaux verts que nous connaissons actuellement. Et la présence de cette chlorophylle a donné une fonction nouvelle à ces animaux, la fonction chlorophyllienne, qui s'est traduite par le dégagement d'oxygène dans l'atmosphère. Voici ici la cause. Ici vous avez ah oui, mais il y a une flèche, ça va. La suite. Et l'oxygène s'est dégagé, mais il ne s'est pas dégagé sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Il a servi à oxyder tous les constituants de la lithosphère, les roches, etc. Et pendant longtemps, l'oxygène ne s'est pas développé. L'oxygène, c'est ici. Vous voyez, on a des traces d'oxygène. Et à un moment donné, quand tout a été oxydé, il y a une augmentation de la teneur en oxygène pour arriver à ce que nous connaissons actuellement, avec 20% d'oxygène dans l'atmosphère actuelle. Donc ça, c'était un événement très important qui s'est traduit par quoi? Puisqu'il y avait de l'oxygène dans les milieux, on a vu apparaître
l'oxygène a été un poison pour les organismes anaérobies, et ce sont des organismes qui ont été adaptés à la présence de l'oxygène, qui se sont développés. Ce sont les organismes aérobies qui respirent de l'oxygène comme nous le faisons actuellement. Et petit à petit, eh bien, les organismes aérobies ont dominé, ont éliminé, et les anaérobies ont persisté dans des milieux très limités, dans certaines professions maritimes où il y a eu quelques bactéries en particulier adaptées aux terrains sulfureux, aux terrains ferrugineux et compagnie. Voilà en gros le système. Et l'arrivée de l'oxygène aussi s'est traduite par des réactions avec l'atmosphère supérieure pour former la célèbre couche d'ozone dont vous avez entendu parler, qui est arrivée tardivement aussi. Donc on a deux systèmes protecteurs qui se sont mis en place, et le champ magnétique terrestre et la couche d'ozone. Voilà en gros le système tel qu'il s'est présenté et qui va nous servir à développer une argumentation qui va atteindre à force les dinosaures et même les autres espèces, puisqu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Et alors, ce qui s'est passé, oui, c'est que je ne sais pas comment j'y suis rentré dans les travaux faits par des Américains qui s'appellent le père et le fils Alvarez. Que le père était un physicien qui a eu le prix Nobel pour l'inventation du spectromètre de masse et pour les études du rayonnement cosmique, et son fils Walter, Louis le père, et son fils Walter qui était un paléontologue. Et puis il y avait deux autres collègues qui étaient chimistes essentiellement. Alors le schéma, maintenant, il va devenir plus détaillé. On est à la fin, vous voyez, du Crétacé, c'est ici. Ici, il y a 65 millions d'années. Cette bande noire, où il y a des alternances de noir et de blanc, c'est le champ magnétique terrestre. Et il donne des orientations, c'est comme un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud, axé sur le centre du globe terrestre. Et il y a des moments où il est en situation alors normale, en noir. Ici, tout ce qui est en noir, là, c'est normal. Et quand on passe au blanc, c'est un champ magnétique inverse. Et entre les deux, souvent, il y a une baisse de l'intensité de ce champ magnétique qui peut se réduire au point de beaucoup moins protéger les êtres vivants qui sont dessous. Et la durée du changement est très variable, mais à l'échelle ici, ça ne représente pas une grande longueur. Ce qui veut dire que ce qui est ici, là, c'est pas une inversion. L'inversion, elle est ici. Et puis il faut qu'il y ait une autre inversion pour qu'on revienne à une structure normale. Et puis il y en a plusieurs. Et vous voyez, il y a toute une rafale ici d'inversion. On passe du normal à l'inverse. On va retenir ça pour la suite. Et c'est ici que cette fameuse limite des dinosaures que j'ai marquée à la fin de la généalogie du groupe, on est là. Alors pour que vous voyez plus clair, je vais augmenter détailler ce qui se passe au moment où les dinosaures ont disparu. Vous voyez, c'est le trait rouge. On est ici à moins 65 millions d'années. Et les durées là, les durées des inversions. Tac, 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 tac. 1000 à 10 000 années. Voilà. Là, j'ai le papier. Tenez compte que ça va jouer un rôle important dans le raisonnement. Alors, qu'est-ce que le champ magnétique? Ah non, oui, on va y arriver plus tard. Alors, on est ici dans une situation qu'on va imaginer située dans cette zone qui précède
et qui arrive à la limite correspondant à la disparition massive des dinosaures. Ça, c'est une structure actuelle, une côte rocheuse avec les niveaux de différentes, les marées très hautes, les marées normales, les marées basses et les marées très basses. Et en fonction de la fréquence de l'eau et de l'éclairement, il y a une sélection en particulier d'algues qui font une zonation depuis la partie supérieure sur des distances variables suivant la turbidité, qui peuvent aller de 20 mètres à 40 mètres, 50 mètres, comme dans le lac Baïka. Et on a des espèces différentes qui se distribuent le long de cette côte rocheuse. Et au large, eh bien, ce n'est pas le vide biologique. On a en surface le plancton, qui correspond à des éléments qui sont en mouvement involontaire, qui se déplacent verticalement vers en haut, vers en bas, suivant les conditions. Et puis, toute une série d'animaux, de chaînes alimentaires. Le plancton fondamental de ces chaînes alimentaires, ce sont des algues chlorophylliennes, comme ce qu'on a vu avec les cyanobactéries. Et elles se sont très diversifiées, des algues rouges, des algues brunes, des algues rouges à nouveau, etc. Et ici, on a toute une biomasse extrêmement importante. Et par exemple, pour donner une idée, dans les zones arctiques, les baleines qui pèsent 150 tonnes, tous les jours consomment 1500 kg de plancton, dans lequel vous avez entendu parler certainement du krill, qui correspond à de petits crustacés. Voilà le système. Et il y a aussi une structuration, parce que les végétaux qui sont en haut du plancton, et même les autres êtres vivants, sont assez différentes. On a aussi une zonation qui est moins nette que celle qui apparaît sur les côtes rocheuses. Le système ici est éclairé. Et pourquoi a-t-on une différence? C'est parce que, en fonction de l'épaisseur de l'eau, la lumière diminue. Les longueurs d'onde se sélectionnent des végétaux différents, et au-dessous, eh bien, c'est ce qu'on appelle la limite photique. Il n'y a plus de lumière, et c'est l'obscurité jusqu'aux plus grandes profondeurs. Et ce système fonctionne donc d'une manière très compliquée, parce qu'il y a plein de chaînes alimentaires qui se développent, qui nourrissent des animaux variés, qui se dévorent entre eux, etc. Et puis tous ne sont pas, certains meurent de leur vie naturelle. Ça fait une nécromasse, une masse d'hommes morte, inerte, qui va vers les grandes profondeurs, et c'est ce qui est à l'origine du pétrole dans les ères antérieures, dans les temps antérieurs. Donc un système complexe, qui est fortement organisé par l'éclairement. Et on va le matérialiser par une bande noire qui fait, c'est un schéma très simplifié, qui simplifie beaucoup. Ici, c'est l'obscurité. Mais il y a des relations entre le haut et le bas, par justement la nécromasse, qui alimente même des animaux qui sont à de grandes profondeurs, comme un coquillage très connu. Vous voyez, là, je fais comme Biden. Non, les ammonites sont dans la partie supérieure. Ça y ressemble. Le nautile, voilà. Voilà. Alors, l'hypothèse du nuage qui a obscurci la totalité de la surface terrestre. On va la simuler par de l'obscurité qui va arriver cette fois-ci par l'eau. J'y arrive à me familiariser. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, l'obscurité, au lieu d'arriver progressivement par l'épaisseur de l'eau, elle commence au-dessus de la surface de l'eau. Et à ce moment-là, tous les organismes chlorophylliens qui n'ont pas de lumière, il leur faut de la lumière comme énergie, eh bien, ils ne fonctionnent pas. Et
la biosphère change et on arrive à un appauvrissement, surtout en surface. Et puis, l'obscurité continue, celle d'en bas monte vers le haut, et je l'ai fait avec des bandes qui alternent le blanc et le noir pour situer ce qui existait avant. Et tout ceci va disparaître. Or, dans les structures géologiques, on a démontré qu'il y a eu une forte extinction jusqu'à 90% dans le plancton supérieur, tandis qu'au-dessous, ça continue à fonctionner. Donc ça veut dire quoi? Là, il faut que vous m'aidiez, sinon je ne continue pas. Puisqu'il y a, le système profond est perturbé comme celui du haut. Donc c'est pas possible qu'il y ait une obscurité supérieure qui arrive à détruire des couches profondes. Voilà en gros le système. Alors, il y en a qui disent que l'obscurité n'était pas tout à fait complète, qu'il pouvait y avoir, comme dans les forêts de sapins actuelles, qui sont très fermées, très ombragées, il y a des végétaux qu'on appelle sciaphiles, c'est le nom savant, mais on va dire des végétaux qui sont adaptés à l'ombre. Ce sont des végétaux de l'ombre comme le Prunanthes purpurea, la Tria clandestina qui vit en parasite, etc. Donc, mais il y aurait quand même, avec une obscurité atténuée, il y aurait quand même une grande perte de biologie dans les parties supérieures de l'espace marin. Donc, j'en arrive, si vous voulez, et je ne veux pas le faire d'une manière polémique, mais c'est qu'on peut arriver à démontrer par ce système que l'hypothèse d'un obscurcissement général de tout le globe terrestre n'est pas satisfaisante d'un point de vue écologique. Voilà, ça va, c'est aride ce qu'on va dire tout ce soir, hein. C'est pas fini, hein, ça va être plus complet. Oui. Tu n'as pas précisé quelle obscurité au début. Quand tu viens de le dire, il y en a qui n'ont pas compris. Parle plus fort. Mais non, mais je suis sourd maintenant, je suis vieux. Quand tu parles de l'obscurité, oui. Tu n'as pas précisé au début que c'était l'hypothèse d'une météorite. Ah oui, oui. Oui, non, mais tu as raison, tu as raison. C'est un de mes anciens élèves, vous voyez, je lui ai permis de développer l'esprit critique. Hein? Comment? Si, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait deux causes d'obscurité. J'ai dit qu'il y avait... Est-ce que vous êtes d'accord, les autres? Ouais, je l'ai expliqué, donc arrête. Ah, allez, bon. Alors, il est devenu difficile là, depuis que je faiblis, là, maintenant il faut que je fasse attention. Parce qu'il ferait... Voilà, alors donc on revient à notre système. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors, donc, le père et le fils Alvarez ont privilégié cette hypothèse, ils ont fait un travail remarquable, énorme. Et on a retrouvé un marqueur à la limite de la disparition des dinosaures dans la couche rouge, là. Vous voyez, vous ne le voyez pas parce que... Si, la ligne rouge. Non, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'ici, il a marqué là sous la flèche iridium. Iridium, c'est ce qui valide l'hypothèse de la météorite, parce que de l'iridium à la surface du globe terrestre, il y en a très peu, quelques parts par million, c'est-à-dire quelques atomes par rapport à des millions d'atomes, alors que dans les météorites, la teneur en iridium est beaucoup plus importante. Et dans cette couche, ça a été fait dans un site géologique italien, à Gubbio, à peu près au milieu de la botte italienne, dans le sud, donc au milieu de la botte italienne. Et puis l'on a cherché dans tout le globe. Il y a eu plusieurs études faites par d'autres collègues qui ont retrouvé cette couche d'iridium. Et un autre argument personnel qui va dans le même sens, c'est qu'il y a quelques années, mon fils était à l'aérodrome de Bruxelles,
Il m'a dit, je suis coincé par le nuage de particules qui viennent du volcan islandais, qui est loin de la Belgique. Et alors j'ai dit, le ciel doit être obscur. Il dit, non, c'est bleu, le ciel est bleu, il n'y a pas d'obscurcissement. Parce que ce sont des faibles teneurs qui ont été quand même capables de risquer d'abîmer les moteurs des avions. Mais il n'y avait pas d'obscurité. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des déplacements, y compris terrestres, avec le nucléaire. Par exemple, beaucoup d'éléments radioactifs qui ont été émis sur les sites d'explosions atomiques expérimentales, avant qu'on fasse les explosions souterraines, se sont répartis pratiquement tout le tour du globe terrestre, au point de perturber certaines mesures. Par exemple, pour mesurer l'âge des vins, avant on mesurait des teneurs en éléments radioactifs naturels, mais tous ces éléments radioactifs artificiels ont perturbé au point qu'on peut pratiquement plus dater un vin par la radioactivité. Donc c'est une observation ponctuelle que je considère comme importante pour arriver à dire qu'il est difficilement imaginable que tout le globe terrestre, puisqu'on a vu qu'il y a des dinosaures qui se sont répartis pratiquement tout le tour du globe terrestre, pour arriver à tout éliminer. Alors, je suis arrivé, et j'ai regardé j'ai vu dans la publication du père et du fils Alvarez et de leurs collaborateurs, ils ont privilégié une relation de causalité entre cette hypothèse liée à la présence d'iridium et le résultat se traduisant par la disparition des planéroons. Et ce que j'ai constaté, qu'ils n'ont pas pris en compte d'une manière systématique, ils l'ont évoqué quand même, parce que certains disent que ce sont des inversions du champ magnétique terrestre, et aussi la présence d'une supernova, qui est une étoile géante, qui par son explosion peut créer des irradiations. Ils ont rejeté très rapidement cette hypothèse. Voilà, donc on en est resté là. Alors quelle démarche expérimentale on peut faire pour essayer de voir si le rayonnement cosmique qui est au-dessus du champ magnétique terrestre peut avoir des effets. Alors j'étais voisin avec un laboratoire de médecine de Toulouse qui a été chargé par le CNES de créer le GRBS, Groupement de recherche dans biologie spatiale. Et à ce moment-là, moi, pour développer mes études sur le terrain, avec les substances uranifères qui se développent sur différents secteurs du territoire français, j'ai recherché un système génétique à partir d'une idée qui m'est venue de récolter des graines sur des terrains radioactifs et de comparer avec des graines qui étaient récoltées sur des terrains non radioactifs. Et en particulier, une espèce qui s'appelle Nigella damascena, une petite plante, une nigelle, qui fait beaucoup de graines, qui se reproduit annuellement. C'est très intéressant. J'ai vu qu'en les semant, il y avait des différences dans la taille entre ceux qui venaient du terrain radioactif et ceux qui ne venaient pas du terrain radioactif. Et puis dans la descendance, en récoltant sur la première génération, les différences observées en deuxième génération se retrouvaient. Ce qui montre qu'il y a une transmission, qu'il y a eu un changement génétique, c'est-à-dire essentiellement des mutations qui se transmettent à travers les générations. Mais ce qu'on ne pouvait pas affirmer, c'est que ce n'était pas dû qu'à la seule irradiation, parce que ces plantes avaient observé aussi des substances chimiques. L'uranium, c'est différent du calcaire, enfin, etc. Donc il pouvait y avoir un effet chimique qu'on ne pouvait pas séparer de l'effet radiatif. Alors je me suis enquis, grâce au conseil et à l'aide du responsable de la génétique toulousaine, il fallait trouver un système génétique qui soit capable de montrer qu'en isolant l'action de la radioactivité, on pouvait montrer que
le seul rayonnement, en dehors de tout effet chimique, peut jouer un rôle pour obtenir les mutations. Ça va? C'est compliqué, hein? Ouais, mais j'ai travaillé 40 ans. Alors, on va continuer, tout doucement. Voilà le champ magnétique. Quelle est son origine? Ça, c'est ici, c'est le globe terrestre. Alors, le vert, c'est du manteau. Le jaune. Non, oui, non, mais le vert, oui, bon, c'est bleu peut-être, hein, oui, je suis peut-être daltonien. Non, le noyau, il est ici. C'est le vert entouré par ce jaune avec des petits pointillés. Alors, ici, ça correspond. Le globe terrestre était pâteux, liquide, pâteux, et par gravité, les éléments les plus lourds se sont rassemblés dans la partie centrale, le fer en particulier et le nickel, ce qui a fabriqué le Nifé. Et entre les deux, le fer est plus lourd que le nickel, et il s'est concentré dans la partie ici, verte, là où il y a la flèche, vous la voyez la flèche là. Et puis il y a le jaune avec des pointillés, et c'est ça, par le poids du noyau le plus central, le Nifé est devenu solide. Le fer, c'est surtout du fer qui domine, et tout autour il y a du nickel. Et avec l'effet Coriolis ou d'autres mouvements du globe terrestre, la partie externe est restée pâteuse, fluide, etc. Elle a tourné autour du noyau ferreux, et ça a fait comme la dynamo qu'on avait sur les anciennes bicyclettes, où il y a une partie centrale qui tourne au milieu d'un champ, et ça crée des lignes électriques et magnétiques. Et ces lignes de force magnétique, elles sont représentées par ces courbes. Et ces courbes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont, dans un système normal, quand le bouclier magnétique existe, voilà le bouclier magnétique, on va le représenter ici. Ça y est, j'ai maîtrisé, vous voyez, la flèche là, c'est marqué bouclier magnétique terrestre. Ça, c'est le champ magnétique que vous avez vu antérieurement. Et il y a un bombardement d'abord par le Soleil. Le Soleil envoie le vent solaire qui est détourné et il n'atteint pas les niveaux de basse altitude et il n'irradie pas les êtres vivants. Et puis il y a aussi des rayonnements cosmiques qui ont une origine plus lointaine, galactiques par exemple, représentés par du vert, et extragalactiques parce que l'univers est constitué par un grand nombre de galaxies qui sont beaucoup plus éloignées. La galaxie dans laquelle nous appartenons, c'est la Voie lactée, et puis elle est entourée par d'autres galaxies, et voilà tout le système. Alors, le bouclier magnétique, donc, épargne aux êtres vivants qui sont à la surface du globe terrestre, ici, là, tout autour, là, l'action du rayonnement cosmique. Pas tout à fait, parce qu'il y a toujours un peu de rayonnement cosmique qui arrive. Alors, au début, en haut, c'est le rayonnement cosmique primaire, et plus bas, c'est le rayonnement secondaire qui correspond à des interactions avec l'atmosphère. Le bouclier magnétique disparaît, qu'est-ce qui se passe? Le vent solaire n'est plus arrêté, les rayonnements d'origine galactique et extragalactique vont directement, et certains atteignent le globe terrestre. Et à ce moment-là, eh bien, on peut avoir des effets sur les êtres vivants. Alors comment faire pour le démontrer? Dans le cas de ce GRBS, j'ai été admis à mettre un système génétique, et ce système génétique, c'est un tabac qui a été mis au point par un collègue nommé Hubert Dulieu, qui était directeur de recherche à l'INRA de Dijon, puis professeur de génétique à l'Université de Bourgogne à Dijon. C'est un peu un génie de la manipulation génétique, et il a créé un système qu'il m'a confié quand il a su que je cherchais quelque chose pour mes manipulations à la surface du globe terrestre, pour pouvoir mettre en évidence le seul effet génétique des rayonnements en dehors de toute considération chimique
des substrats sur lesquels on plante les végétaux. C'est un tabac. Alors, vous allez voir des photos. Là, je devrais mettre une photo, mais les photos sont dans mon ancien ordinateur, je n'ai pas pu les récupérer. C'est un tabac qui est parti du tabac sauvage qu'on cultive dans nos champs, qui sont vert foncé. Il a appliqué du méthane sulfonate d'éthyle, qui est qui a un effet génétique mutationnaire, qui a un effet mutationnaire, et il peut créer des mutations dans les plantes auxquelles on l'applique. Il l'a appliqué sur le bourgeon terminal. Ce bourgeon terminal a fait des fleurs, des feuilles, et sur les feuilles, il a observé des taches, des plages blanches. Et il a démontré qu'on pouvait développer des plants entiers en extrayant les plantes blanches, et on fait des plants de tabac blancs qui n'ont pas de chlorophylle. Et comme ils n'ont pas de chlorophylle, ils ne peuvent pas se développer, donc il faut ajouter des substances organiques sur le milieu où on le fait développer. Il a obtenu des fleurs même sur les plants blancs. Il a fait des croisements avec des plants qui n'avaient pas été traités par le méthane sulfonate d'éthyle, et il a obtenu des graines qu'il a semées, et il a vu qu'il obtenait des graines qui étaient vert-jaune, beaucoup moins vertes que le parent qui était sauvage. Les généticiens disent pour l'espèce de départ, celle qu'on appelle sauvage, et les autres on les appelle mutées. Et il a démontré qu'il y avait deux mutations sur deux gènes qui étaient sur des chromosomes différents, qu'il appelait A1 et A2, et dans le tabac sauvage, il a 4 gènes, 2 A plus 1 A plus 2, les sauvages ils marquent plus, et dans le tabac blanc, il a montré que tout était muté. Tous les 4 allèles qui sont les allèles, ce sont les moitiés de chromosomes, oui, et sur le croisement, on a des hybrides A plus 1, A plus moins, A2 plus et A2 moins. Et alors il a soumis à des rayonnements de sources de cobalt dans son laboratoire, et il a vu apparaître, je vais vous en montrer là des exemples, il a vu apparaître des taches vert foncé, montrant que les allèles mutés pouvaient retrouver sous l'action des rayonnements la fonction sauvage pour arriver au vert bleu, au vert sombre. Alors, je reviens à la radioactivité au niveau de la surface du globe terrestre. Sur la Terre, sur l'essentiel de la surface, tout varie entre les unités, c'est le rad. Je parle avec des rad parce que maintenant on parle de degrés. Un gré égale 100 rad, mais moi je suis encore avec les anciens francs. Et là je raisonne avec les anciens rad. Donc 100 millirad à 300 millirad. Ici, par exemple, on doit être dans une... Vous êtes tous irradiés, moi aussi. On subit des doses qui sont de 150 millirad, par exemple, par an. Et à l'ODEV, j'ai vu, là où j'ai récolté la plante que je vous ai citée. Parlez plus fort. La nigelle. On était à 150 rad, dans un décor végétal qui n'avait aucune apparence anormale. Il y avait des genêts d'Espagne, il y avait des chênes pubescents en mélange avec des chênes verts, mais l'étude que j'ai faite avec la descendance a montré qu'il y avait une différence. C'est 150 000 millirad par rapport à 300, vous voyez. Et alors sur Mars, avec la conquête qui a été faite par les Américains en particulier, ils ont fait des mesures, et la mesure de base, elle est de 20 000 à 40 000 millirad. C'est beaucoup plus élevé. Et il y a des pointes à 1 million de millirad. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de champ magnétique. Parce que les rayonnements cosmiques ne sont pas déviés par
le bouclier qui n'y est pas. Ça va toujours? Non, dites-le, parce que si vous perdez pied, il faut que je vous remorque. Alors on continue. Voilà comment on a obtenu là du mois d'août au 2012 au mois de juin 2013 l'enregistrement des doses sur Mars. Vous voyez, on est à 20 là, ici, dans cette zone 20, 21. Vous voyez, c'est ça là. C'est ça, mais il y a quelquefois des variations. Et là, on est monté, il y a eu une pointe, mais pas beaucoup, 260. Mais par endroit, on arrive à 1 million sur Mars. Et ceci, même à ce niveau, pose un problème pour ceux qui se font conquérir. Ah, mais là, je ne sais pas si je continue. Oui, 20 millirad, ça fait des doses qui sont nettement supérieures à celles qu'on peut tolérer pour les êtres humains. Pour les hommes de base, comme moi, comme vous, on admet qu'on peut avoir une augmentation de 500 millirad par an, et pour les gens, les travailleurs du nucléaire ou ceux qui sont exposés à des rayonnements comme les cosmonautes, on peut considérer qu'ils peuvent supporter, parce qu'ils sont surveillés médicalement, 5 rad, c'est-à-dire 5000 millirad. Donc, déjà ici, ça pose un problème pour la conquête spatiale. Sur la Lune, c'est pareil, il n'y a pas de champ magnétique, et en plus, il n'y a pas d'atmosphère. Et les problèmes essentiels pour les cosmonautes, c'est de se prélever, de se préserver de l'irradiation cosmique. Et alors, on fait des habits avec des métaux qui sont. Et puis, on envisage aussi de faire des abris qui soient souterrains pour éviter au rayonnement. Voilà en gros le problème. Alors, donc, ici, il y avait des mesures. On arrive à voir ce qui se passe quand il y a une inversion du champ magnétique. Alors, voilà le tabac. Je vous le présente sous forme de graines. L'intérêt aussi, c'est qu'il a des graines petites, elles font 1 millimètre de diamètre. Vous voyez, ici, on le voit avec celle-là. Là. Voilà, vous voyez, ça fait 1 millimètre, ça. Voilà la coupe longitudinale de la graine. Ici, il y a une radicule. Ici, vous voyez une fissure là. Ce sont les deux cotylédons. Vous savez que quand on sème des radis, et la première chose, c'est qu'on voit deux cotylédons qui se s'ouvrent, et ça, c'est ce qui se passe avant la germination. Et si on fait le schéma structural, voilà un peu la structure de l'embryon d'une graine de tabac, avec la radicule, deux cotylédons, et puis une gemmule qui correspond à un amas cellulaire qui, après la germination et l'ouverture des cotylédons, vont donner les tiges, les feuilles qui vont se distribuer le long de la tige. Alors une feuille, comment elle est constituée? Elle part toujours à un moment donné d'une cellule qui se divise en deux, voilà, ici, en 4, etc. Et avec des graines que me fournissait mon collègue qui était hybride, avec des A1 plus et des A1-2, quand il y a une mutation qui fait revenir le génotype d'une cellule au génotype sauvage, celle-ci recommence à synthétiser de la chlorophylle. Alors si la mutation est précoce, vous voyez ici, on commence, ça divise 2, 4, etc. Et si ça fait une tâche que j'ai appelée grande par rapport à celle que je vais décrire à côté, si c'est plus tard, eh bien, vous voyez, là on ne voit pas tout le système, ça c'est précoce, tardif. Qu'est-ce qui se passe? On a un nombre de cellules, parce que là c'est le départ de la feuille, mais à la fin, il va y avoir 16 millions de cellules. Et il faut 24 générations. Là, j'ai fait tout à fait le départ, simplement pour des raisons de clarté. Parce que pour dessiner
les 16 millions de... Il faudrait un drap de lit, même plus, pour faire le schéma. Alors, je vais vous montrer des exemples d'effets génétiques. C'est quoi ça? C'est une feuille vert jaune où il y a eu 2 mutations de petite taille. Vous voyez, celle-ci là et celle-ci. Ça va? Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une petite tache ici et une grande tache là. Ça veut dire que quand cette feuille s'est développée, bien, la mutation est intervenue au stade de cellules. Et une cellule a retrouvé la structure génétique sauvage pour arriver à produire de la chlorophylle, de la teneur normale du tabac sauvage. Ceci va me servir pour évaluer l'effet génétique. On arrive donc ici à une feuille sur laquelle on va avoir des taches de surface différentes. Si la tâche est grande, ça ne veut pas dire que c'est un effet plus positif, ça veut dire que c'est un effet précoce, plus précoce. Si la tâche est petite, ça veut dire que c'est arrivé plus tard et que ça n'a pas pu faire une tâche importante parce qu'il n'y a pas eu assez de génération. Alors, on a 3 critères. Pardon, là je suis allé trop vite. Alors, voilà. On arrive donc à voir des surfaces qu'on appelle révertées, c'est-à-dire qui sont revenues vers l'espace sauvage par rapport aux surfaces mutées. Et un autre collègue de l'INRA de Dijon, qui était un très bon statisticien, a pu réussir à retrouver le taux de mutation qui conduisent à ces taches sauvages avec une formule finalement assez simple qui s'écrit 1, alors ça c'est le taux de mutation ici, là, P, vous voyez, égale 1 moins ce rapport entre la surface totale de la feuille moins la surface mutée divisé par S exposant 1 sur T. C'est simple, mais pour arriver sur toutes les feuilles qu'on a étudiées, je prenais des étudiants auxquels je procurais et il fallait au moins une dizaine d'étudiants pour arriver à une sécurité statistique pour qu'on puisse étudier assez de plans pour évaluer l'effet. Et alors, qu'est-ce que ça représente là? S, c'est la surface totale, SG, c'est la surface, vous voyez ici, c'est la surface de toutes les taches mutées. Et puis ici, on faisait un prélèvement sur la feuille pour voir la densité cellulaire. Alors, on arrive à ceci, à cette formule, parce que 1 sur T, pour avoir T, c'est le logarithme du nombre total de feuilles, de cellules dans la feuille sur le logarithme de 2. Et N égale la surface totale multipliée par la densité. C'est simple, mais c'est long. C'est long et il faut être attentif. Et il fallait intéresser les étudiants parce que quelquefois en fin de journée, alors pour éviter les dérives, je prenais chaque fois une double lecture. Un étudiant faisait un premier relevé et c'était toujours contrôlé par un deuxième étudiant. On est arrivé à avoir des résultats qui ont été lourds à obtenir, mais qui étaient convenables. Alors, voilà, alors là on va passer. Comment faire pour étudier le rayonnement cosmique? Eh bien, il faut y aller, il faut dépasser le champ magnétique terrestre. J'ai pu mettre des graines de tabac dans des satellites, surtout russes. Une fois, on a fait une expérience franco-américaine, soviético-américaine, avec ce qu'on appelait le rendez-vous Apollo-Soyouz. On a mis des graines dans le véhicule Apollo, qui a rencontré le véhicule Soyouz dans l'espace, qui a ramené les graines à Baïkonour. C'était un peu symbolique d'amitié à l'époque, ça avait une signification politique pour ceux qui ont fait cette histoire. Donc, alors les échantillons sont préparés, on partait du labo, de terrain, on faisait, ah oui c'est ici, 2 échantillons là, ici, identiques, un partait dans un conteneur, c'était climatisé à 25 degrés,
c'était envoyé à Baïkonour. Là, c'est un voyage, c'est pas Apollo-Soyouz, qui a mené le dispositif, qui s'accrochait à la station spatiale. Là, on déplaçait l'échantillon dans le système de retour, et puis quand le vol était terminé, eh bien, le système se détachait et on le récupérait avec un parachute, et puis ça revenait à Toulouse. Vous avez levé la main? Non, non, je pensais, non, mais allez-y, hein. Vous pouvez me contredire à condition de ne pas me contrarier. Voilà. C'est une formule bien connue de mes amis, là, de temps en temps, je le rappelle. Alors, ce qu'on faisait, on mettait ça dans des conteneurs, et c'était l'intérêt de la taille petite des graines de tabac. On mettait des émulsions de type photographique, un lit de graines, c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est le principe, et puis au retour au sol, tout était repéré par rapport à des repères en X et Y, et on pouvait reconstituer le parcours des ions qui avaient traversé le dispositif. Alors on avait des graines qui, en plus du rayonnement global, étaient sensibilisées, mais en plus, on voyait aussi celles qui avaient été touchées directement par un ion lourd. Alors qu'est-ce que ça a fait? Premier résultat, BioBloc 2. Il y a beaucoup de résultats, j'en ai pris quelques-uns. Ça c'est le taux de germination. Ça c'est le témoin qui restait au sol. Ça c'est ce qui a volé. Vous voyez qu'on passe, il y avait 90% pour le taux de germination. Ici, là, et puis ça tombe à moins de 50% pour ce qui a volé. Donc, on ne l'a pas eu à tous les coups. Quelquefois, il n'y avait pas de différence significative entre le vol et le témoin. Pourquoi? Parce que les véhicules spatiaux qui partaient n'étaient pas structurés de la même façon, ils étaient plus ou moins protecteurs, et dont les graines étaient plus ou moins protégées. Puis ce qu'on ne contrôlait pas non plus, en tout cas dont on n'avait pas les informations, ce sont par exemple les éruptions solaires qui vont augmenter les radiations. Mais où il n'y a pas eu de différence, ou quand c'était une différence, c'était une diminution du taux de germination. Donc il y a quand même un effet létal, enfin mortel pour les graines. Ça a été un des premiers effets qu'on a constaté. Alors voilà, après on a étudié les plants. C'est le même BioBloc 2. On a vu des déformations de feuilles. Vous voyez, plus ou moins importantes. Encore plus importantes. Et on fait, alors ici, ce sont des anomalies de forme comme celles que vous avez vues. Et en termes d'anomalies, on avait 2 témoins. Ensuite, les graines non touchées qui avaient un pourcentage assez élevé, les graines assez élevé par rapport aux témoins, et celles qui étaient touchées et avaient aussi un pourcentage plus élevé. Ensuite, ça c'est une autre expérience, c'est BioBloc 4. Ça c'est à gauche, c'est un plan témoin, et à droite, un organisme qui a volé. Ici, le lion lourd a touché le radicule. Vous voyez, elle a été abîmée, elle s'est mal développée, et on a des anomalies de plus en plus profondes. Là, il y a eu un cotylédon, la racine ne s'est pas développée, encore plus petit. Il y a eu toute la destruction de la partie inférieure, et encore plus juste un petit amas de cellulaire qui n'avait aucune viabilité. Donc, il y a des aberrations morphologiques assez importantes. Et quelquefois, justement, dans ce BioBloc 4, des plantules qui étaient beaucoup plus grandes que les plantules sauvages. Donc, en effet, en même temps de stimulation, tout dépend, sans doute, du point de départ. On n'a pas réussi à l'expliquer, mais on l'a constaté. Donc, il y a des effets morphologiques qui sont visibles et reproductibles. Alors ça, c'est BioBloc 5. Ici, il y a 2 paramètres qui sont évalués.
les anomalies morphologiques et les effets génétiques, c'est-à-dire le nombre de taches vert foncé sur les feuilles. Alors, ce qui s'est passé, on a mis aussi des graines en vrac dans des sachets. Ça, c'est les graines en vrac, avec les témoins. Alors, le témoin qui reste à Toulouse, le témoin qui va à Moscou et à Baïkonour, et le vol qui s'est fait à partir de Baïkonour avec retour dans la région, dans les steppes qui entourent Baïkonour. On voit que ici, ce sont les anomalies morphologiques, il y a une augmentation. Ensuite, celles qu'on a mis dans des lits avec repérage de celles qui sont touchées et pas touchées. Et on constate aussi qu'il y a une augmentation. Donc, il y a un effet génétique qui se développe. Et ainsi de suite, petit à petit, on est arrivé à une idée que le vol spatial qui permettait d'atteindre le rayonnement cosmique au-dessus du bouclier magnétique, parce que ça monte à plusieurs centaines de kilomètres, avait un effet génétique qui pouvait être affirmé. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion, la possibilité aussi et la chance de pouvoir expérimenter avec des ballons stratosphériques. On a commencé à lancer des ballons à partir d'Aire-sur-la-Tour, à partir de l'aérodrome d'Aire-sur-la-Tour, parce que le ballon, alors ça c'est le départ du ballon, il y a deux ballons, un ballon annexe qui aide au départ, et au bout du ballon, il y a le dispositif qui contient les objets biologiques, parce qu'il n'y a eu plus que du tabac. Il y a eu des œufs d'Artemas salina, des souris, enfin pas mal de matériel avec des collègues zoologistes. Et ça, c'est le ballon qui commence ici, qui est rempli d'hydrogène. Ici, il y a un des bonhommes qui vide avec une manche et l'autre qui est de l'autre côté. Et le ballon monte à pression nulle. Il faisait 350 000 m3. Et à mesure qu'il montait, la pression atmosphérique diminuant, les ballons gonflent au point qu'on les voyait passer même quelquefois au-dessus de Toulouse. Voilà l'étape, le départ. Le ballon annexe ne s'est pas encore détaché. La nacelle est ici. Là. Et le ballon, vous voyez, ça part comme une espèce de, je sais pas, de préservatif, peut-être même géant. C'est pas très élégant le décollage d'un ballon. Et alors, à Aire-sur-la-Tour, il y avait des calmes qui faisaient qu'on pouvait laisser le ballon 6 à 8 heures au-dessus d'Aire-sur-la-Tour. Jusqu'au jour où, peu après le décollage, il y a eu un déclenchement accidentel qui a séparé le dispositif expérimental qui faisait quand même 1,5 tonne. Et c'est tombé sur un parking d'une cité d'Aire-sur-la-Tour. Alors il y a eu un peu d'émoi et les ballons sont partis à Gap. Parce qu'à partir de Gap, les ballons montaient, on était loin de la ville, et il y avait des vents constants. Et au lieu d'avoir des structures de sable, une dynamique qui amenait les ballons à tous les coups en Aquitaine, dans les Landes ou autres. Et puis il y avait beaucoup de monde qui suivait, l'armée avait des radars parce qu'il y avait des dispositifs de repérage. Et puis une camionnette qui récupérait le matériel et qui le ramenait à Toulouse pour le distribuer aux différents chercheurs. Qu'est-ce que ça a donné? Gap. Ici, c'est le taux de réversion, celui que je vous ai montré. Eh bien, on arrive à une augmentation très forte du taux de mutation. Après, on a fait plusieurs vols avec des résultats identiques. Et pour augmenter la durée, on a fait des vols de 24 heures en lançant les ballons à Trapani, à l'ouest de la Sicile, et ils arrivaient immanquablement en Andalousie. Quelquefois, ils passaient au-dessus de l'Algérie, puis après, à la fin, ils allaient en Andalousie. Alors, c'était intéressant parce que là, c'était des vols de 24 heures. Alors, là, vous voyez, le retour, il y a des déformations, il y a
une mutation. Alors ici, une modification un peu plus importante avec la réduction du plan, mutation. Là aussi, il y a des feuilles qui n'ont pas une forme normale. Et voilà, on en reste pour les ballons, ça c'est autre chose. Donc, on était ici moins haut qu'avec les satellites, à 40 km. Mais l'avantage, c'est que dans le vol en ballon, c'est assez doux un ballon. Ça monte en silence, c'est impressionnant de le voir partir. Et il n'y a pas les effets de vibration qu'on a dans les fusées qui lancent les satellites. Et j'avais fait une expérience, j'en parlais à l'ingénieur qui nous faisait les dispositifs. Il m'a dit, je vais te faire un dispositif, on va reconstituer au sol les vibrations que subissent les cosmonautes aussi et tous les objets qu'on envoie. Ça a été extraordinaire. Les graines qui avaient été secouées étaient 4 fois plus développées que les graines qui n'étaient pas secouées, qui n'étaient pas vibrées. Et on a préféré les ballons. À un moment donné, Leclerc a décidé de ne plus faire de mission avec les ballons et c'est malheureusement été abandonné. Après ça, il y a eu un vol transatlantique, 6 jours, pour aller de Trapani aux États-Unis. Le ballon a atteint les États-Unis, ça a été récupéré par un camion américain et le camion a pris feu et on n'a pas eu de matériel. On se demande s'il n'y a pas eu une histoire un peu quand même, parce que là on n'a pas eu de résultat. Et après on a fait aussi une expérience en reconstituant au niveau du sol certains composants du rayonnement cosmique, en créant dans des accélérateurs de particules des ions lourds. Et là j'ai pu aller à l'irradiateur de Dubna aux États-Unis, en Russie, et vous voyez les résultats, avec des plaques percées de trous dans lesquelles on pouvait repérer les touchés. Alors il y a le témoin ici. Vous voyez, Dubna, Trémont-Toulouse. On laissait un témoin à Dubna et ensuite on séparait les graines qui avaient été touchées 1 ou 2 fois de celles qui avaient été touchées plus de 2 fois. Et on voit qu'on a une augmentation légère mais quand même significative de l'effet. Et ici, c'était un flux de 10 puissance de 1000 particules dans la taille du rayon qui arrivait sur le matériel. Et pour les flux 10 puissance 4, il y a une légère augmentation, mais ça n'a pas été terrible. En tout cas, il y en avait une, et par rapport au témoin, c'était assez important. Alors, pour les graines en vrac, ce qui s'est passé, c'est que dans le flux de 10 puissance 4, on a eu moins d'effets génétiques. Alors, est-ce que le flux n'a pas détruit des plans qui ont permis de biaiser un peu la statistique? Au total, quand on regarde tous ces résultats expérimentaux en atteignant d'une manière biaisée quand même le rayonnement cosmique, parce que comme il y a toujours une enveloppe dans la nacelle du ballon ou dans la structure du satellite, il y a une protection. On avait essayé aussi en mettant des conteneurs, on les sortait en dehors des satellites, et là on a obtenu une augmentation. Le résultat, c'est qu'on peut dire qu'il y a quand même un effet qui se produit et qui est assez important pour montrer que quand il y a une inversion du champ magnétique avec une baisse de l'intensité de la protection, il peut y avoir des effets génétiques qui sont appliqués aux êtres vivants et aux hommes qui sont restés à la surface du globe terrestre. Et voilà, on arrive au résultat global, c'est que dans ce qu'on appelle le phanérozoïque, on a quatre grandes extinctions. À l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années. Au Dévonien, il y a 400 millions d'années, à peu près 380. Celle qu'on appelle entre la limite le Permien et le Trias, c'est-à-dire entre l'ère primaire et l'ère secondaire, il y a 260 millions d'années. Et la dernière, et puis il y a eu le Trias à la fin du Trias, et puis celle où les dinosaures ont disparu, qui à 65, et là il y a 50 à 65 millions d'années.
Donc on n'a pas beaucoup de situations où on a des extinctions. Mais on constate que là, on a pris l'habitude de prendre en compte les grandes extinctions. Mais il y en a toujours. Et il peut y avoir aussi des extinctions beaucoup plus petites, et il y a même un gradient entre des très grandes et des très petites. On verra comment on peut s'en sortir. Et alors ici, vous avez ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. C'est au début du Cambrien, donc, quand les êtres vivants qui jusque-là étaient en milieu aquatique et là, ont conquis les terres émergées, il y a eu une grande biodiversité qui s'est produite. Parce qu'à partir du milieu marin, les végétaux qui se sont développés, par exemple les poissons, ont transformé leur nageoire en pâte, certains ont développé des organismes respiratoires doubles avec des branchies et des poumons, et puis quand les branchies ne servaient plus les poumons, ça a fait des animaux terrestres. Et on a constaté qu'il y a une grande diversité. Et ici, il ne le compte pas comme une grande extinction, et je pense que c'est, mais je vais en parler un peu plus tard, que c'est que les extinctions ont été un peu masquées. On a pu les identifier, les espèces qui avaient disparu, mais elles ont été dominées par celles qui ont apparu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une extinction, puisqu'il y a eu beaucoup plus d'espèces, mais là ça ne montre que les destructions. Et on verra qu'il y en a eu deux autres, une vers 600 millions d'années, à l'Édiacarien, qui est une période de l'antécambrien, c'était à peu près il y a 600 millions d'années, et puis il y a celle du Crétacé, qui avait gêné même Darwin, parce qu'il y a eu une grande exubérance de nombreux groupes d'êtres vivants qui se sont développés sans qu'ils puissent l'expliquer. Ça a été pour lui le grand paradoxe de la diversification du Crétacé. Il n'a pas su l'expliquer, mais un noble provençal qui s'appelait De Saporta lui a donné l'explication pour les angiospermes. C'est que elles se sont diversifiées quand les animaux, parce que avant le Permien, oui, que je fais des lapsus, avant le Crétacé, les végétaux ne se développaient que se pollinisaient que par allogamie et anémogamie, c'est-à-dire les pollens étaient portés d'un plan à l'autre par le vent. Et au Crétacé, Saporta a montré que l'explosion des angiospermes correspondait avec l'apparition des insectes pollinisateurs, abeilles et autres insectes qui ont diversifié le rôle, et Saporta l'explique comme ça. Il y a eu des courriers entre les deux, et Darwin, qui était en fin de vie, avait été très gêné par cette accélération, parce que ça s'opposait à la théorie qu'il avait développée d'une évolution progressive. Et là, il y a eu un saut de biodiversité qu'il n'expliquait pas. Il a été conquis par l'explication de Saporta, et il est mort content parce qu'il pensait avoir eu l'explication. Moi, je pense qu'il ne l'a pas eu, enfin que ce n'était pas la vérité, parce que ce n'est pas possible que les insectes pollinisateurs aient précédé l'événement. Et il a fallu plutôt que les angiospermes, ce sont les plantes à fleurs, je ne l'ai pas dit, commencent par se diversifier pour que s'adaptent à ces nouveaux modèles biologiques des insectes diversifiés, et pas l'inverse. Enfin, voilà. Voilà, on va avancer. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors, c'est tard? C'est trop tard? Vous avez sommeil? Allez, on continue un peu. On approche. Alors, pourquoi, quand il y a une extinction, tous les êtres vivants ne sont pas détruits? Quelquefois, c'est près de 100%, 90%, quelquefois, c'est un peu plus bas l'extinction, parce que, à la surface de la Terre, les êtres vivants n'ont pas la même résistance aux irradiations. Pour tuer 100% d'une population humaine, il faut
500, 1000 rats, j'ai mis les deux là, 1000 rats. Pour une population de souris, 1200 rats. Une population d'Escherichia coli, qui est une bactérie du milieu intestinal, 6000 rats. Pour les tardigrades, ça ressemble à des sortes de petits copépodes, 500 000 rats, c'est-à-dire que c'est très résistant. Et une bactérie, 1,5 million de rats comparé. Alors ça veut dire que la même irradiation appliquée à des espèces qui ont des différences vont tuer jusqu'aux limites de résistance de celles qui sont dans la moyenne. Et je ne l'ai pas mis. Oui, puis on est arrivé même à 3 millions de rats avec le Thermococcus gamma tolérant. Je n'ai pas marqué là le Ginkgo biloba que tout le monde connaît, qui est un arbre où j'ai vu la publication sur la radio, on a mis un point d'interrogation, ce qui pouvait dire qu'on n'a pas réussi à le tuer avec des irradiations. Et ça c'est un peu démontré aussi, parce qu'il y avait un plan de Ginkgo biloba à moins d'1 kilomètre du point d'impact de la bombe atomique de Hiroshima, il n'est pas mort, il est encore vivant en ce moment. Donc il avait une résistance encore plus importante. Donc cette différence de radiorésistance permet d'expliquer les différences des résultats quand il y a une inversion du champ magnétique qui va révéler le résultat de cette radiorésistance. Le résultat, c'est qu'en conclusion, le rayonnement cosmique tue, on a vu avec le taux de germination, avec certaines déformations un peu létales, il déforme les objets biologiques et il crée en même temps, puisqu'il fait apparaître des nouveautés et ça correspond presque à ce rayonnement cosmique, à ce qui fait rêver, parce que je vous rappelle la distribution des dinosaures tout autour du globe terrestre, il faut qu'il y ait un traitement qui soit le même partout et actif. Et le rayonnement cosmique, pendant les inversions du champ magnétique, quand la baisse du bouclier de la protection du bouclier magnétique est importante, va permettre de voir pourquoi il y a ces fortes inductions. Pourquoi j'ai mis ça? Je voulais parler de l'explosion cambrienne plus tard, donc je l'ai fait avant, on n'en parle plus. Et je fais un résultat, un tableau de synthèse, en ordonnée ici la protection par le champ magnétique sur cet axe-là. Donc là, le champ magnétique est de plus en plus, la protection est de plus en plus importante. Et ici, les différentes situations qui apparaissent. Vous voyez, alors quand on est vers les faibles protections, eh bien, on a une très forte extinction. Si la protection est faible, il va y avoir une grande extinction. Si la protection est un peu plus forte, ici il y a une faible survivance. Si c'est qu'est-ce que c'est ici, donc c'est moins fort, plus fort. Si on augmente, bon, la survivance va augmenter et on aura par exemple une extinction de 50%, et puis le reste meurt. Et ça continue. Et quand on a une grande protection, c'est-à-dire en dehors des extinctions du champ magnétique, eh bien, on n'a pas ou très peu d'extinctions, ou pour d'autres causes. Apparition d'un prédateur qui va faire disparaître une espèce. L'homme a fait disparaître directement ou indirectement le dodo de l'île Maurice parce qu'ils ont amené des prédateurs, des chats, des chiens qui ont tué tous les dodos qui étaient des oiseaux qui nichaient par terre et qui ne volaient pas. Voilà en gros le système qui ne me satisfait pas tout à fait parce que je n'ai pas réussi à y intégrer ce qui se passe à l'explosion cambrienne, à celle de l'état cardien antécambrien et à celle du Crétacé. Il faudra que je réfléchisse dans le schéma est en réflexion. Alors là j'aurais pu mettre ceci
pour justifier la démarche personnelle que j'ai faite à partir de mes démarches de recherche personnelle, en citant Philippe Taquet, qui est un paléontologue éminent, spécialiste de l'étude des dinosaures. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas spécialiste des dinosaures. J'ai raisonné en termes généraux d'écologie. Dans Le Monde d'aujourd'hui, le 4 mars 2004, en commentant une proposition d'une micropaléontologiste allemande, Gerta Kettler, il a écrit « Cette version d'une catastrophe globale, soudaine, qui a tué de nombreuses espèces, c'est-à-dire celles de la météorite, prônée par les physiciens Louis et Walter Alvarez et leurs collaborateurs, nous a toujours paru manichéenne et simpliste. » Donc ça rejoint un peu ça. Je ne dis pas que ça a validé, parce que je ne veux pas imposer ce que je viens de dire, mais c'est justement des faits expérimentaux que je vous expose pour vous faire réfléchir tout le monde et voir comment on peut avancer. De nombreux paléontologues sont, comme moi, sceptiques, car nous avons constaté une disparition de faune de façon sélective et successive et de déclin avant la limite KT, c'est-à-dire Crétacé-Tertiaire, celle que je vous ai montée sur le schéma. Et l'étude de Gerta Kettler remet donc en cause d'une façon très marquée cette version très catastrophique. Je crois qu'on va pas tout à fait en rester là, mais parce qu'il y a un certain nombre d'idées que je peux apporter à partir de ce schéma. Ce schéma, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, mais ça va revenir peut-être. Ah oui, c'est qu'on a vu que la disparition des dinosaures n'est pas un système unique. Il y a eu de nombreuses disparitions avant, et c'est vrai pour d'autres groupes. Ça, ce sont les oiseaux qui se sont diversifiés avant et beaucoup après. Souvenez-vous de ce schéma. Diversification, qu'on peut qualifier de modérée, avant la limite de disparition des dinosaures, c'est là, hein. C'est le trait rouge toujours. Et avant déjà, ça a beaucoup diversifié. C'est qu'au-dessus de la limite qui a tué les dinosaures, dans la bande blanche et qui alterne avec les bandes noires, champ magnétique normal, champ magnétique inverse, il y a de nouveau plusieurs fois où il y a des inversions du champ magnétique. Et on peut le mettre en corrélation avec la grande diversification des oiseaux. Et j'ai trouvé, mais j'ai pas réussi, cherché, mais j'ai pas réussi à trouver. Pour les angiospermes, c'est à peu près la même chose. Alors, pour essayer de savoir à quelle valeur de l'intensité de l'irradiation il faut aller pour avoir la grande extinction. Et j'ai eu l'occasion de travailler au centre d'études nucléaires de Cadarache, où on a placé une source de césium 137, ici, là, dans ce petit caisson. Voilà. Et alors, là, la source, elle faisait 1200 curies. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est très fort, vous allez le voir. C'est une source qui était escamotable. Il y avait un tube. Quand on allait faire les observations sur le terrain, on dessalait la source par le tube et elle était enfouie dans une sorte de bloc de béton armé. On n'avait aucun danger de se promener pour faire les observations. Et on a observé que j'étais monté avec une échelle en haut, la source avait été escamotée. J'ai vu un nid d'oiseau entier, juste à côté de la source. Mais ce nid, je ne sais pas si j'avais pas d'appareil photo, je ne l'ai pas photographié, j'aurais pu le prendre aussi. Il était bien construit et on voit qu'il n'a pas été habité. Il y avait d'habitude, quand il y a un lit d'oiseaux avec des petits, il y a des restes, il y a toujours des restes d'excréments et compagnie. Et les parents ont dû être tués parce que là, ils étaient à quelques centimètres de la source radioactive. Ils ont eu le temps de construire le nid. Ça, c'est une irradiation à partir de la mise en place du dispositif, après 15 000 heures d'irradiation, c'est-à-dire 2 ans à peu près. Une heure, c'est 8600 heures, c'est 2 ans, presque 2 ans, pas tout à fait, un peu plus,
parce que de temps en temps, pour faire les observations, on baissait la source radioactive. En fait, c'est à peu près 2 ans. Mais la dose surtout qui a été délivrée, elle est là. 75 000 rats, c'est-à-dire 75 millions de millirats. Alors là, c'est... Et ici, dans cette zone, au bout des 15 000 heures d'irradiation, c'était le désert. Parce qu'au début, les plantes qui existaient ont été tuées, mais il y a des graines. Il y a des graines qui germaient parce qu'elles étaient projetées par le sol, et à mesure qu'elles sortaient, elles étaient rativosées par la source radioactive. Et puis à une certaine distance, on constatait qu'il y avait dans celle-là, dans la zone ici, on constate qu'il y avait des effets visibles. Il y avait des survivances, mais avec des déformations. Et ici, il y avait une zone qui était irradiée et qui avait des apparences tout à fait normales. Alors, on a mis les plantes de tabac, là on était sûr que ça allait faire des effets génétiques importants. On a mis ça, c'était un étudiant qui a fait une thèse avec moi là-dessus, dans la zone la plus éloignée, là où la végétation était une apparence, et on a montré qu'il y avait une augmentation extrêmement importante des taches vert foncé et donc du taux de réversion. Alors dans la zone ici, c'est ce que j'ai appelé ici végétation, donc ici létalité complète, ici irradiation, apparence modifiée, et ici végétation irradiée, mais apparence normale. Mais avec notre système de tabac, on a pu révéler qu'il y avait quand même des effets de base qui ont peut-être se sont développés beaucoup plus tard. Alors dans la zone modifiée, on a eu des effets qui vont nous ramener à peu près à celui du tabac. Vous voyez, ça c'est un rameau d'érable, vous voyez la feuille normale là, tout à fait symétrique, avec un lobe terminal, des lobes latéraux, et celle-là déjà, les lobes latéraux ont été escamotés. Alors cette partie est un peu plus normale. Mais ici, il y a une tache blanche qui nous fait penser aux taches blanches du tabac, avec une mutation sur des gènes qui ont mis fin à la synthèse chlorophyllienne. On a vu aussi ce qu'on appelle des balais de sorcières, qu'on voit quelquefois même dans la nature normale, mais là il y en avait une fréquence augmentée. Un balai de sorcière, c'est une perturbation de la ramification des rameaux qui fait que les entre-nœuds sont très courts et ça rapproche les tiges subsistantes. Et alors, à l'inverse, des lichens qui étaient très peu développés ont été exubérants. Est-ce que c'est l'absence de concurrence par l'élimination d'autres espèces qui les concurrençaient? En tout cas, il y avait un phénomène d'exacerbation. Et sur le terrain de l'Odève radioactif, il y avait une vigne qui avait été exploitée par le CEA pour faire la mine qui s'est développée ensuite, et une année en allant voir du tabac qui était poussé sur le site supérieur de ce champ, j'ai remarqué dans une population extrêmement importante et dense, la vigne avait été arrachée, le milieu a été accessible par la végétation naturelle, et il y avait peut-être des milliers de chardons de l'espèce Galactites tomentosa, et il y avait 3 types de plants. Des plants qui n'avaient que des fleurs violettes, des plants qui n'avaient que des fleurs blanches, et, très intéressant, des plants qui avaient des fleurs blanches et violettes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est parti, pour les botanistes, dans les flores, on dit Galactites tomentosa, fleurs violettes. Ça veut dire que le plant est parti dans une graine qui portait le génotype violet, mais qu'en cours de route, il y a eu des mutations qui ont touché des gènes qui interrompaient la surface des colorants, rouge ou peut-être un peu noir qui font du violet ou bleu. Et voilà. Alors j'ai récolté de nombreuses graines sur les différents plants, j'ai semé des milliers de graines dans le jardin botanique de Toulouse, et dans la descendance, j'ai récupéré toute une population qui a persisté et qui a disparu quand on a rénové le jardin botanique, on l'a creusé, on a fait une spirale, enfin, et ils n'ont pas pensé à conserver les graines. Moi j'étais parti à la retraite. Voilà en gros les
différents phénomènes. On peut soupçonner donc de faire une hypothèse sur le rayonnement cosmique et qu'à l'occasion des inversions du champ magnétique, on peut mettre en évidence des effets qui peuvent expliquer les variations génétiques et en même temps les effets létaux, mortels, qui vont faire apparaître ces extinctions, mais avec des intensités plus ou moins importantes. Un chercheur américain a dit, pour moi, il n'y a que des extinctions fortes, des extinctions faibles, et la limite c'est 50%. Et alors, pourquoi dire que 55% c'est fort et 45% c'est faible? Il y a un continuum, depuis vous l'avez vu, des faibles extinctions aux extinctions les plus fortes. Voilà les idées que je vous soumets, sans vous les imposer, mais si vous avez des questions à poser ou des critiques à faire, je suis à votre disposition.